Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari. Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 € par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 € par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois. RMC, M comme Maïtena, à la rencontre de ceux qui bossent pendant les fêtes. Maïtena Birabin. Salut à vous tous, je suis ravie de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. Toute la semaine, nous nous intéressons à ceux qui bossent pendant les fêtes de Noël et c'est bel et bien le cas dans l'endroit où je suis, qui est complètement dément, le plus grand centre commercial d'Europe. Les centres commerciaux, les Français les adorent. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Y a-t-il forcément un hypermarché dans un centre commercial et un cinéma? À quoi ressembleront les hypermarchés de demain? Quel est votre rapport aux centres commerciaux? Je vous attends au 32-16 et puis à 15h45 une chef étoilée, marraine du marché de Noël de la Défense où je me trouve et qui est une ennemie motivée de la malbouffe, Guylaine Arabian. Philippe Alexandre et moi vous attendons au 32-16, hashtag M comme M. RMC, M comme Maïtena. Même avec un pouvoir d'achat en baisse, les fêtes de fin d'année restent un moment de forte consommation. 60 000 personnes hier dans ce centre commercial, le double attendu dimanche prochain. J'aurais préféré faire ça un petit peu plus tôt pour éviter tout ce monde, mais j'ai pas eu le temps, donc voilà. Il y a beaucoup de monde et surtout il fait très chaud. Alors, pour attirer les clients, il faut sortir le grand jeu. Petit concert de piano devant les boutiques, des grooms qui portent les courses et même des chauffeurs pour reconduire gratuitement les clients chez eux. Nous avons atteint les 100 000 personnes ce week-end et avant la fin de l'année, on aura probablement des week-ends avec au moins 200 000 personnes. Maïtena Birabin. Reconnaissez cette petite musique, Jean-Philippe Daniel, une musique de Noël que vous avez dû diffuser une fois ou l'autre à l'intérieur des 4 temps où nous marchons en ce moment. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir. Mais nous aussi, on est ravis d'être ici. C'est quoi? C'est un endroit, une usine, un paquebot? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Il y a combien de mètres de plafond là où on est là? Là, on est à plus de 14 mètres. Ouais. Vous êtes au 4 temps dans un des plus grands centres commerciaux d'Europe. Ouais. Tout à l'heure, je disais que c'était le plus grand. Vous tirez la bourre en fait avec un autre en Angleterre, c'est ça? Exactement. Westfield Stratford, qui a été construit pour les Jeux Olympiques. On est sur les mêmes tendances de flux entre 43 et 45 millions de visiteurs par an. Alors je disais 142 000 mètres carrés pour ce centre commercial. Juste à côté, à 2 pas, si on sort, il y a un autre centre commercial qui est le CNIT, dont vous êtes également le patron et qui lui fait combien de mètres carrés? 56 000 mètres carrés. Et ils ne s'entre-dévorent pas les uns les autres? Non, c'est 2 centres complémentaires avec des enseignes différentes. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi un pôle de bureaux, vous avez une école, l'ESSEC, un hôtel Hilton, un très bel hôtel. Oui, donc on peut tout trouver complémentaire. Oui, on peut tout trouver dans un centre commercial. Comment vous choisissez les boutiques qui sont ici? Alors, on prospecte avec notre structure de commercialisation pendant des années. Et l'objectif, c'est de faire venir des enseignes différenciantes et d'ouvrir régulièrement. On ouvre presque une enseigne par mois aux 4 temps. Mais tout le monde n'a pas vocation à venir avoir une boutique dans un centre commercial? Si, tout le monde a l'occasion. Mais si on peut faire venir des enseignes exclusives qui sont pas encore arrivées en France en priorité aux 4 temps. Comme par exemple? Comme par exemple... Parce que là, je vois toutes les enseignes classiques. Là, on a H&M, on est dans un quartier, on est dans un étage où il y a beaucoup de restaurants. Mais là-bas, il y a Claudie Pierlot, il y a de l'habillement. Là, vous êtes dans une partie où on a des enseignes qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les centres, à la fois du Claudie Pierlot, justement, du Mage, du Sandro. Pourquoi on n'a pas l'habitude? Parce que c'est un peu plus chic que ce qu'on imagine pour un centre commercial? Parce qu'en France, il y a moins une tradition sur les enseignes un peu plus haut de gamme. À Noël, la fréquentation est particulière dans votre centre commercial? À Noël, on retrouve toutes les cibles de clients, c'est-à-dire qu'on a de tout. On a des familles, on a les gens de la Défense qui viennent. Le week-end également, on a des couples. Ça veut dire que c'est comme d'habitude seniors. ou ça augmente là? Parce que là, je vois déjà le sapin de 15 mètres. Là, déjà, il n'est pas là tout le temps, j'imagine. Non, sur la période, c'est la période magique des fêtes de Noël pendant cette semaine, effectivement. Et on a le Père Noël et la fréquentation, elle explose beaucoup. Oui, la fréquentation, elle n'a rien à voir. On peut considérer qu'on fait 30% par rapport à un mois classique. Supplémentaire et on atteint des chiffres démesurés. Est-ce que vous diriez, parce que là je vois des familles, je vois des enfants, je vois des poussettes, je vois des grands-parents, est-ce que vous diriez qu'un centre commercial c'est un lieu de vie? Vous le pensez comme ça? Oui, c'est un lieu de vie où on vient vivre une expérience différenciante, surtout dans nos gros centres de destination. Alors, répondez-moi là, c'est quoi vivre l'expérience du centre commercial? Alors là, ça m'éclate, j'ai vu ça sur votre site. C'est simple. L'expérience. C'est simple. Aujourd'hui à 13h, vous aviez le cirque Grus qui était dans le centre commercial avec un funambule
qui fait partie quand même des plus grands funambules du monde. C'est qui a toute fait une l'année, ça, ou traversée. c'était pour Noël? Non, là, c'était la première aujourd'hui. Mais Et tous pour les Noël. 2 jours, vous Ouais. allez avoir ça. Non, on fait des animations assez exceptionnelles tout au long de l'année. On a fait venir, il y a pas longtemps, Star 80, quand même, toute la troupe qui était là il y a à peine un mois. On a fait un super cross. Le Supercross qui était auparavant à Bercy, qui est venu faire un show le mois dernier dans le centre commercial des 4 Temps. On a accueilli la semaine dernière les joueurs du Racing 80. On fait la Oui, donc présentation vous officielle de organisez des l'équipe. choses. Alors, on va aller s'installer pour rejoindre nos autres invités que je vais saluer. Yves Puget et Frédéric Lefebvre. Bonjour Frédéric Lefebvre. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'État en charge à la consommation. Ce sont des choix politiques de construire ou de ne pas construire des centres commerciaux? Évidemment, ce sont d'ailleurs des choix qui sont l'apanage des élus locaux en réalité, avec des réglementations extrêmement strictes. Mais il y a des choix structurants qui ont été faits qui à certains moments ont eu des impacts très forts. On a vu des centres-villes qui ont été vidés de leur commerce parce qu'il y a eu des choix structurants qui étaient des mauvais choix et qui marquent encore nos campagnes, notre France rurale. Alors on va en discuter bien entendu. Yves Puget, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction de LSA, qui est l'hebdomadaire consacré à l'actu et à l'analyse des tendances du commerce, de la grande distrib et de la conso. La tendance est à la fête dans les centres commerciaux ou on fait grise mine? J'espère que c'est à la fête. Pour certains, les résultats sont effectivement pas très bons. C'est un petit peu morose, mais il faut créer cette envie de consommation, cette envie festive. On en a besoin pour notre morale tout simplement et pour le moral des enfants. Alors je le précise parce que peut-être vous vous dites c'est calme. D'abord, moi je suis arrivée assez tôt pour déjeuner pour voir un peu comment ça se passait. Il y a eu ça s'est un peu calmé à partir de 14h30. Effectivement, les gens sont partis au boulot, mais je crois que vous travaillez énormément sur le son, Jean-Philippe Peloux-Daniel, parce qu'il n'y a jamais eu on sentait qu'il y avait plus de monde, mais il n'y a jamais de bruit. On essaye de beaucoup travailler l'acoustique, effectivement, pour que les gens puissent continuer à faire leur shopping dans une atmosphère de détente. Ouais. Alors, bon, je rappelle qu'on est dans le plus grand centre, on va dire que c'est le plus grand, on laisse les Anglais derrière, le plus grand centre commercial d'Europe, ce qui n'est quand même pas rien, et que ici, le centre commercial, il dépend de 4 villes. Il est sur les communes de Puteaux. Il est sur la commune de Puteaux, en fait. Ah, donc c'est Puteaux qui a décidé de le construire. C'était quoi? C'était en 1981? Exactement, en 1981. Et donc ça, c'est un choix du maire ou C'est un choix de la municipalité et des collectivités, oui. Yves Puget, quand est-ce qu'on a commencé à construire de grands centres commerciaux en France? Les centres commerciaux viennent des États-Unis, où des Français les ont remarqués là-bas. Et le premier centre commercial en France date de 1969. Pas loin d'ici, au Chesnay, c'est le centre Parly 2, qui est toujours en place, bien évidemment, et qui vient de profiter d'une rénovation, d'ailleurs. Est-ce que tout le monde a fait ses cadeaux de Noël aujourd'hui, Yves Puget? Eh bien non, on s'aperçoit que les Français, de plus en plus, achètent tardivement leurs cadeaux de Noël. Ah mais là, c'est plus tardif, là, c'est à la bourre, là. Selon un sondage que nous venons de faire, qui s'est arrêté mardi soir, il y a encore 50% des Français qui disent ne pas avoir fait leurs cadeaux de Noël. Frédéric Lefebvre, vous êtes à la bourre ou vous avez fait vos cadeaux, vous? Je suis encore un peu à la bourre. Ok, mais enfin le Père Noël est là, de toute façon, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent, rien n'est prouvé. Donc 50% des Français, à cause de quoi? Vous avez une explication? Alors il y a plein d'explications. D'abord il y a la météo. Il y a un facteur météo sur les achats tout simplement psychologique. Deuxièmement, après, il y a l'agenda. Tout simplement, Noël tombe un week-end. Donc les Français se disent on va avoir une semaine complète pour acheter. Donc ils reportent un petit peu leurs achats. Après, il y a un effet de Johnny Hallyday. Oui. Malheureusement, avec le décès que tout le monde connaît, ce samedi-là, beaucoup de Français étaient devant leur télévision. Et donc pas dans les galeries marchandes. Exactement. Donc beaucoup de commerçants nous ont dit ça n'a pas été un bon samedi. Et le Black Friday a bien marché. Alors et cette fameuse, c'est le dernier truc marketing qui vient aussi des États-Unis et qui encourage les gens à aller acheter en solde en fait le vendredi. En solde. Donc la vraie question c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour l'instant, je serais plutôt enclin de dire que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, Jean-Philippe Peloux-Daniel, le Black Friday? C'est la première année qu'on fait un Black Friday aussi puissant aux 4 temps, avec des résultats impressionnants. C'était quoi vos résultats? On a dépassé les 150 000 visiteurs sur le samedi et autour de 130 000 visiteurs le dimanche. Alors Fabien est avec nous au 32-16. Fabien, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Ça va vous? Eh bien, impeccable. Génial, vous avez fait vos cadeaux ou pas? Ouais, ça y est, moi je suis au top là. Là, je suis au top. Ouais, cette année, j'ai décidé d'éviter la cohue comme chaque année, comme tout le monde, où je m'y prenais au dernier moment. J'y suis allé fin novembre, donc en galerie. Dans une galerie marchande? Ouais, j'ai fait de la galerie marchande. Alors bon, parce que j'aime bien déjà le côté pratique, tout est regroupé dans un seul et même bâtiment. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Je suis pas fan de faire les magasins, donc l'avantage c'est que ça va plus vite parce que je retrouve tout au même endroit. Je m'embête pas pour me garer.
Et donc c'est vrai que ça c'est le gros avantage. Et après, ce que j'ai pas trouvé ce jour-là, j'ai fini sur Internet. Voilà, Internet. Bon, restez avec nous un instant, Fabien. On va revenir sur. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Tout est au même endroit. Et puis il y a des facilités. On va voir avec Jean-Philippe Pelloux-Daniel quelle facilité il y a quand on est dans un centre commercial. Et si c'est un centre de vie, comment c'est conçu, qu'est-ce qu'on y trouve pas aussi. Ça nous intéresse beaucoup. À tout de suite sur RMC. RMC aime comme Maïtena à la rencontre de ceux qui bossent pendant les fêtes. Mercredi 3 janvier à 20h50 sur RMC Découverte, Top Gear France, saison 4. Philippe, Bruce et Tone sont de retour, plus affûtés, plus déjantés et plus en forme que jamais. Top Gear France, nouvelle saison inédite, c'est mercredi 3 janvier, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Retrouvez Top Gear France avec Precision, réseau de garages et de carrosserie partout en France. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, ça roule? Oh, dis ça va, hein? Non, parce que là, chez Lidl, il y a 10 Audi A3 à gagner sur deluxe-lidl.fr. Oh là là, ils sortent le grand jeu, là. Le grand jeu de luxe, oui. Jusqu'au 31 décembre, ils font gagner une Audi par semaine, 100 bons voyages, 450 Wonderbox et 5000 bons de 10 €. Mais c'est Noël avant Noël. Ah mais oui, et pour gagner, on peut tenter sa chance en ligne, une fois par jour, à partir de 30 € d'achat, dont 3 produits de luxe. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement du jeu et participation sur deluxe-lidl.fr. J. Paul Getty n'était pas seulement l'homme le plus riche au monde, il était l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Monsieur Getty, votre petit-fils s'est fait kidnapper. 17 millions de dollars pour le relâcher. Mais je n'ai pas d'argent. Tout l'argent du monde. Combien êtes-vous prêt à payer? Rien du tout. Un film de Ridley Scott, inspiré de faits réels. Rien ne m'arrêtera pour le ramener à la maison. Tout l'argent du monde. Au cinéma le 27 décembre, avec RMC. Découvrez le Festival des Lanternes tous les soirs à Gaillac avec RMC. Dragons, pagodes, forêts de pandas, sculptures lumineuses monumentales et troupes du Sichuan vous emmènent dans l'Empire du Milieu. Info sur festivaleslanternes-gaillac.fr. Féerie d'Asie, le premier festival des lanternes à Gaillac dans le Tarn, c'est jusqu'au 31 janvier avec RMC. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël? 1 kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé? C'était facile. Aujourd'hui, le kilo de litchi est à 2,89 €. C'est le prix du jour et c'est seulement dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 21 décembre, origine Madagascar. RMC aime comme Maïtena à la rencontre de ceux qui bossent pendant les fêtes. Maïtena Birabin. Eh bien, je suis à moi-même au centre de 142 000 mètres carrés et c'est grand, 142 000 mètres carrés. C'est le plus grand centre commercial d'Europe. Je suis aux 4 temps à la Défense et nous nous interrogeons sur ceux qui travaillent évidemment pendant que les autres prennent leurs vacances, ceux qui vendent dans les centres commerciaux, ceux qui ne ferment pas parce qu'il faut que nous fêtions Noël. Je suis avec Jean-Philippe Pelloux-Daniel qui est le directeur du centre commercial, avec Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, Frédéric Lefebvre qui a été en charge au gouvernement du commerce et de la consommation. Jean-Philippe Pelloux-Daniel, vous qui dirigez ici samedi et dimanche, ça va fermer tard, on peut venir faire ses cadeaux. Je rappelle que c'est dimanche soir qu'on va fêter Noël ou lundi. Jusqu'à quand on peut venir acheter ici? Alors samedi, dimanche, on est ouvert tous les jours en fait jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Pour les boutiques et les restaurants, le cinéma ferme à 23h30. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un afflux ou vous avez embauché des gens supplémentaires pour servir ceux qui vont venir? Forcément, les effectifs augmentent en moyenne de 20 à 30% selon les enseignes. Et même pour la direction du centre, effectivement, on renforce les équipes. On a près de 300 collaborateurs de proximité pour nous accompagner sur les fêtes. Frédéric Lefebvre, un centre commercial, est-ce qu'on le pense forcément en périphérie? Parce que ici, nous sommes parisiens et juste à côté de Paris. Mais quand on est en province, souvent c'est à la sortie des villes. Et d'ailleurs, on dit que ça a défiguré beaucoup nos territoires. C'est toujours pensé en périphérie? D'abord, il y a eu des modes. Il y a eu la mode effectivement du centre commercial en périphérie. Il y avait uniquement des grandes surfaces en périphérie. Ensuite, on a eu la mode de la part des grandes enseignes d'essayer d'ouvrir en centre-ville des plus petites enseignes. Oui. Et on voit d'ailleurs qu'on est encore dans ce phénomène-là aujourd'hui, avec à chaque fois des mouvements qui ont été assez mal anticipés. C'est-à-dire qu'on a imaginé que certaines grosses enseignes qui venaient ouvrir des petites surfaces en centre-ville, ça allait cannibaliser complètement le commerce, alors qu'en réalité, parfois ça a au contraire créé une forme de dynamique, alors qu'on imaginait qu'en les mettant assez loin des centres-villes, ils ne viendraient pas prendre la clientèle, et avec les grands parkings, la facilité de trouver des stationnements. Et puis ce que nous disait Fabien, qui est toujours avec nous, on trouve tout au même endroit. Et on trouve tout au même endroit, et la capacité des grandes enseignes
de créer des événements dans ces lieux, on s'est retrouvé avec des centres-villes qui ont beaucoup souffert. Alors Fabien, vous avez profité, vous, quand vous êtes allé dans votre galerie marchande, d'un événement particulier ou pas ? Non, absolument pas. Non, c'est pas bon là, Fabien. Il faut y retourner. Ils ont dû l'organiser depuis. Vous disiez qu'il y avait énormément de facilités et je pense que c'est très important. Vous dites que le parking est gratuit, que tout est là à portée de la main, qu'on circule facilement à l'intérieur du centre commercial. Tout ça joue beaucoup. Mais ouais, complètement, parce que actuellement, alors c'est peut-être pas très tendance de dire ça, mais c'est vrai que on veut plus de voitures en centre-ville. C'est, je vais pas dire impossible de se garer, mais on n'en est pas loin. Et en fait, tous ces inconvénients-là, on les retrouve pas au niveau des galeries marchandes, donc des centres commerciaux, pardon. Vous êtes donc, très représentatif des Français, Fabien, et Yves Puget peut nous le dire. Les Français adorent les centres commerciaux. On aime ça, hein. Mais les Français adorent les centres commerciaux à tel point que les centres des 807 centres commerciaux français comptabilisent 2,4 milliards de visites par an. Ouais. Donc oui, on a beau parler d'Internet, du commerce électronique, c'est une réalité et ça va se développer, mais les Français adorent les magasins et continuent à fréquenter ces magasins. Est-ce que vous avez une idée, Fabien ou Frédéric Lefebvre, du nombre de mètres carrés qui sont dévolus aux centres commerciaux en France ? Attention, c'est énorme. Quelqu'un a une idée ? C'est improbable, je pense. 17 millions de mètres carrés, Fabien. 17 millions de mètres carrés dévolus aux centres commerciaux. C'est pas un peu trop, Frédéric Lefebvre ? Alors, il y a de vrais sujets. En ce moment, les centres commerciaux sont d'ailleurs souvent en train de muter. Parce que vous avez prononcé le mot, il a été prononcé une fois par Fabien, qui est le mot Internet, quand il a dit « quand j'ai pas tout trouvé, je vais finir sur Internet ». Oui. Il se trouve qu'il y a une mutation absolument incroyable aujourd'hui avec les nouvelles habitudes des consommateurs, qu'une grande partie de la croissance se fait capter par la consommation sur Internet, ce qui oblige et les quatre temps, et c'est le cas de toutes les grandes surfaces aujourd'hui en France, qui les obligent à s'adapter. Donc vous avez des click and collect qui s'ouvrent dans les magasins, c'est-à-dire que les gens peuvent venir voir sur place, commander sur Internet, venir chercher ici. Donc il y a véritablement une mutation des habitudes, mais il y a des morts. Ici, par exemple, on a aux quatre temps, moi j'y suis venu souvent avec mes enfants quand ils étaient plus petits, le plus gros Toys R Us d'Europe, je crois, en tout cas de France. Il y en a une quarantaine en France, il y en a 1500 dans le monde entier. Toys R Us aujourd'hui est une enseigne qui, aux États-Unis, du fait de la concurrence d'Internet, est placée sous une procédure de protection de faillite, comme on dit, avec 1 an pour essayer de s'en sortir et de se redresser. Donc on voit bien à quel point il y a cette obligation de réussir la mutation. On prend une enseigne comme la Fnac, elle a parfaitement réussi en quelques années, alors qu'elle était menacée, à se redresser. Mais Internet est devenu un des éléments incontournables de la consommation des Français. Il y a un espace click and service. Qu'est-ce que c'est, Jean-Philippe Peloux-Daniel ? D'abord, expliquez-moi la musique là qui vient de commencer. Parce que c'est quoi tout d'un coup ce truc, on a la musique de Noël, on a des bandes sonores de musique de Noël pendant toute la période des fêtes. Et quand on monte le son, ça fait consommer davantage ? Non, pas trop. Je sais pas, c'est drôle, tout d'un coup ça part. Alors c'est quoi ce click and service et cette adaptation auquel effectivement vous êtes un peu contraint ? Les click and service, ça a été mis en place il y a 2 ans et demi aux 4 temps. Oui. Ça a été testé dans les centres du groupe Unibail-Rodamco. Effectivement, ça fonctionne très bien, puisqu'à la fois vous pouvez récupérer vos colis. Donc en fait, je commande sur Internet et je viens chercher, c'est ça ? Exactement. Et on délivre déjà plus de 50 000 colis par an, rien qu'à la Défense. Et puis il y a des services associés où vous avez un service pressing, où vous avez des cabines pour essayer les vêtements, voilà. Toutes sortes. Vous avez des adaptations sous le coude que vous allez sortir bientôt là ou pas ? En termes de services ? Oui. Les services, on les travaille au quotidien. Après, il faut rester sur les bons fondamentaux. Une bonne réception, un bon accueil, des hôtesses pour guider les clients et puis offrir les bons services. Pas des hôtes, c'est toujours des hôtes et des hôtesses. Parce que des hôtes, c'est bien aussi, bien des hôtes. Ah pardon, excusez-moi. Merci beaucoup Fabien d'avoir été avec nous au 32-16. Je vais m'adresser à Grégoire qui est avec nous également. Salut Grégoire. Salut, bonjour Maïtena, bonjour à tous. Oui, très bien. Super. Vous travaillez dans la grande distrib, vous ? Alors je travaille avec la grande distribution. Je suis commercial pour un groupe et du coup je passe mes journées dans les magasins et dans les centres commerciaux. Et alors qu'est-ce que vous constatez ? Je constate justement, moi je l'ai constaté vraiment depuis cette année que les articles de Noël et plus particulièrement les jouets arrivent de plus en plus tôt. Là on l'a constaté avec un chef de rayon, eux ils ont dans un
gros centre commercial aux alentours de Toulouse, les jouets ont commencé à être début octobre. Yves Puget, alors, je me tourne tout de suite, Grégoire. Yves Puget, vous avez une info là-dessus? Ils sont arrivés plus tôt que d'habitude, les jouets, ou pas? Moi, je n'avais pas cette impression, mais c'est certainement un cas réel. Après, Ouais. c'est certainement des commerçants qui se disent qu'ils veulent être les premiers pour faire les premières ventes. Je suis pas sûr que tout le monde se précipite début octobre pour acheter les jouets de Noël. C'était une tendance, hein. On avait les décos dans les rues qui commençaient parfois, mais on avait l'impression que ça commençait mi-septembre. J'ai l'impression moi que ça recule, au contraire, bizarrement, Grégoire. Mais si ça vous a choqué, c'est bien que vous avez noté quelque chose, remarquez. Ah bah, en tout cas, je pense que les gens font plus en plus de repérage peut-être dans les magasins pour pouvoir acheter plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, et j'en ai parlé à plusieurs reprises avec des chefs de rayon, c'est que les jouets arrivent, et les articles de Noël en général, les chocolats, etc., arrivent de plus en plus tôt dans les allées centrales des magasins. Les chocolats, normalement, ils sont achetés au moment. Alors, c'est quand même. Bravo, Grégoire, vous avez séché Yves Puget qui regarde et qui dit bah alors là, je vois pas. Non, je l'ai pas. J'avoue que je ne l'ai pas constaté. Je plaide coupable. C'est quoi les tendances en ce moment, Yves Puget, dans les hyper et dans les centres commerciaux? La tendance, c'est ce qui vient d'être dit. Tout simplement, il faut réenchanter les courses. Pardon pour ce jargon un peu marketing, mais effectivement, si on attend aux caisses, s'il n'y a pas de place de parking, s'il n'y a pas d'animation, s'il n'y a pas une offre différenciante et attractive, eh ben je suis mieux chez moi, dans mon canapé avec ma tablette. Mais si on vient dans un centre commercial, c'est forcément pour acheter quelque chose? Non, on peut aussi venir. La restauration est très importante dans les centres commerciaux. Donc on peut venir tout simplement dans un centre pour déjeuner, dîner. On peut venir pour aller au cinéma. Et tous les centres commerciaux français travaillent cet aspect-là. Ce n'est pas uniquement du magasin, c'est aussi fortement de la restauration et de plus en plus avec des enseignes, là aussi des chaînes qui cherchent la différenciation. Est-ce que dans un centre commercial, il y a forcément un hypermarché et un cinéma? Nous, on les a. On a effectivement un hypermarché. Non, mais j'ai l'impression que c'est ce qui définit le centre commercial, moi, l'hypermarché, le cinéma. Je me trompe, alors Yves Puget a une. Alors, ça, c'est la définition du centre commercial à la française. Il faut ce qu'on appelle une locomotive. Donc, dès l'origine, il y avait un hypermarché. Aux États-Unis, ce sont pas des hypermarchés, ce sont plutôt des grands magasins. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, les centres commerciaux aux États-Unis ont plus de difficultés parce que les grands magasins vont mal. Donc, ça plombe un petit peu le centre commercial. Alors qu'en France, les hypermarchés, on va dire, sont plutôt flats, mais c'est pas encore la débandade. Non, pas encore. Mais on va évidemment continuer d'en parler. On va essayer de se projeter dans ce que peut être la galerie marchande ou le centre commercial, si ça n'est pas la même chose du futur. Quels aménagements vont se faire? Merci beaucoup à Grégoire d'avoir été avec nous au 32-16. On continue d'en discuter, bien entendu, sur RMC. À tout de suite. RMC aime comme Maïtena. Ou le sapin, les repas de fête, ou encore les illuminations des villes. L'économie de Noël, c'est 65 milliards d'euros en France. La grande distribution réalise 20% de son chiffre d'affaires annuel sur un seul mois. Toujours plus grand, toujours plus beau. Des centres commerciaux hyper futuristes, des centres commerciaux de plus de 80 000 mètres carrés. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans un centre-ville, un magasin sur 10 est fermé. Maintenant, le centre-ville est de moins en moins attractif. C'est dû à l'ouverture des centres commerciaux à la périphérie de la ville. La France compte 746 centres commerciaux et 178 nouveaux projets sont prévus pour les 5 ans à venir. Maïtena Birabin. Et je suis au cœur de ces mètres carrés qui sont à l'infini. C'est 142 000 mètres carrés, le plus grand centre commercial d'Europe. Je suis aux 4 temps en compagnie de son président, son patron, son boss, le capitaine du navire, Jean-Philippe Pelou-Daniel. Dites-moi, Jean-Philippe, ça travaille la nuit ici? Il faut nettoyer, il faut tout ranger, il faut préparer, il faut décorer? Ici, on travaille 24 heures sur 24. C'est 365 jours par an ouverts. Ouais. Donc on est en... Et combien de salariés? On est presque 5000 sur les 4 temps et le CNIT confondu. D'accord. Donc l'autre centre commercial qui est juste à côté. Également notre compagnie Yves Puget qui dirige la rédaction de LSA, qui est l'hebdo consacré au commerce et à la grande distribution, et Frédéric Lefebvre qui a été secrétaire d'État en charge de la consommation. Tout à l'heure, c'est complètement anecdotique, mais ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu un oiseau. Il va faire comment pour sortir, monsieur le directeur? Il y a des trappes au-dessus, il devrait s'en sortir. Non, sérieusement, c'est prévu ou pas? Oui, il y a des trappes juste au-dessus, au-dessus de notre tête là. Non, parce que sinon, moi, je fais un oiseau de thon. Voilà. Nous parlions il y a un instant des hypermarchés et du fait qu'il faille tout le temps s'adapter à la manière de consommer des Français. Yves Puget, les Français vont un peu moins dans les hypermarchés. Je sais pas s'ils y vont plus, mais ils y vont moins. Ils y vont encore, ils y vont un tout petit peu moins. Ma première remarque, c'est que je ne sais plus ce que c'est qu'un hypermarché, parce que
que c'est juste une définition administrative. Donc un magasin qui fait 2501 mètres carrés, c'est un hypermarché. Et un magasin qui fait 24 000 mètres carrés, il y en a un, c'est un hypermarché. Donc quand on parle de la difficulté des hypermarchés, on parle de beaucoup de choses à la fois. Donc les petits hypermarchés fonctionnent encore très bien et attirent encore beaucoup de monde. C'est quoi un petit ? On va dire les magasins entre 2500 et 6000 mètres carrés. D'accord. Et au-delà, ça devient compliqué. Ça devient un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? La première raison, c'est le non-alimentaire. Le non-alimentaire est beaucoup plus touché par les enseignes spécialisées qui se portent bien. On parlait de la Fnac tout à l'heure, ou également par Internet, bien évidemment. Alors je vais vous donner le chiffre d'affaires du e-commerce cette année. Tenez-vous bien, les chiffres sont dingues, c'est 80 milliards. 80 milliards d'achats de choses achetées sur Internet. Et juste pour Noël, les chiffres d'affaires du e-commerce, 15,8 milliards. Est-ce qu'on va arriver à un chiffre équivalent dans le concret, pas dans le virtuel ? Dans le virtuel sera beaucoup plus important. L'e-commerce représente pour le commerce, selon les chiffres, on va dire entre 8 et 9% de part de marché. Donc la très grande majorité des courses se font encore en magasin. Après, j'ai envie d'annoncer, entre guillemets, il y en a qui l'ont fait avant moi, que l'e-commerce va disparaître. C'est quoi l'e-commerce ? On parlait de click and collect. Vous êtes rock'n'roll, vous. Si on parle... je vais vous expliquer. On parlait de click and collect. Si effectivement je vais dans une enseigne culturelle, je commande mon livre sur Internet et je veux le chercher en magasin, c'est de l'e-commerce ou c'est du magasin ? Peu importe, c'est juste un débat de puriste, c'est une vente. Oui, c'est une vente. Ça s'appelle du commerce. Alors Frédéric Lefebvre, vous qui avez dirigé la consommation, qui l'avez pensé au niveau d'un gouvernement, est-ce que vous pensez que c'est une tendance ou on ne préfère pas recevoir ça par la poste chez soi sans bouger ? C'est une tendance évidente. D'abord, pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que vous voyez une enseigne comme les 4 temps, et vous l'avez souligné tout à l'heure, cherche à faire une expérience un peu extraordinaire de venir dans une enseigne comme celle-ci, ou que les hyper et les grandes surfaces aujourd'hui multiplient les services aux citoyens, aux consommateurs, parce que évidemment Internet, vous avez 2 avantages. Un premier avantage qui est que vous êtes livré chez vous, donc c'est simple, et que vous pouvez commander de chez vous. Donc c'est là aussi très simple. Mais il y a un deuxième avantage et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la question du pouvoir d'achat. Et c'est moins cher sur Internet ? La question du pouvoir, c'est moins cher sur Internet. Ça pose d'ailleurs parfois de grandes difficultés. C'est que vous avez des grandes enseignes, vous voyez que le gouvernement s'y attaque aujourd'hui, qui peuvent vendre moins cher parce que simplement elles payent moins de taxes et qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes réglementations et aux mêmes taxes. Vous voulez dire qu'elles ne payent pas leurs impôts en France, par exemple ? Par exemple, ça peut être pour certaines d'entre elles, ou qu'elles n'ont pas à respecter un certain nombre de réglementations. Donc on voit la difficulté. Mais ce qui est important, c'est de bien noter qu'il y a ce changement de mentalité. Les enseignes s'adaptent. Oui. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, il y a eu un certain nombre d'études comparatives qui ont été faites qui montrent que sur le même type de produit, un consommateur chez lui va être en capacité, ça touche pas l'alimentaire, mais va être en capacité de payer 25-30% moins cher un certain nombre de produits. Il n'aura pas nécessairement le dernier produit sorti, par exemple, mais ça peut être pour un certain nombre de familles un élément évidemment absolument déterminant. Et puis vous avez du coup un autre mode qui est en train aujourd'hui de se développer et qui marque nos modes de consommation à tous, c'est l'échange. Vous avez de plus en plus l'idée du partage et de l'échange. Dans une société comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, quand vous avez la première entreprise de transport qui s'appelle Uber, qui n'a pas de voiture, que vous avez la première entreprise Airbnb qui n'a pas de lit, vous êtes dans une situation aujourd'hui où on voit bien qu'on est dans un changement absolument immense, et on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, et on le fera peut-être, les petits commerçants. Alors justement, les petits commerçants, les commerçants de centre-ville, eux n'ont pas les moyens. Qui est leur ennemi ? Ici, on est dans l'ennemi du petit commerçant ? Pendant très longtemps, ils ont considéré que leur ennemi, c'est la grande surface. Et ils ont fini par comprendre, il y a quelques années, qu'en réalité, une des grandes difficultés qu'ils avaient affrontées était plutôt Internet. Et qu'il fallait qu'ils s'équipent. Et c'est là que, par exemple, l'annonce qui a été faite par le gouvernement, et sur laquelle d'ailleurs nous, à Agir, on a fait un certain nombre de propositions complémentaires sur le très haut débit, est essentielle. Parce que comment voulez-vous qu'un petit commerçant puisse être concurrentiel, que lui puisse faire d'une certaine manière du click and collect à son niveau, bien entendu, s'il n'y a pas du haut débit dans la ville dans laquelle il est
installés. Yves Puget. Oui, moi j'ai tout simplement envie de m'interroger. L'ennemi du petit commerçant, je suis pas sûr que ce soit le commerce de périphérie. Je me demande si c'est pas l'État, parce qu'ils sont tout simplement assaillis de nouvelles taxes, de nouvelles réglementations, et c'est ça qui effectivement aujourd'hui leur pose beaucoup de difficultés. Pourquoi y a-t-il plus de bouchers? Parce qu'ils n'ont plus envie d'être bouchers, tout simplement. Mais enfin, par ailleurs, il y a toujours eu. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas assez de taxes, mais il y a toujours eu ces taxes-là, et maintenant il y a une boutique sur 10 elles se sont multipliées. Vous allez sur les taxes sur les enseignes, vous allez sur la Tascom. Alors les petits centres-villes qui se vident, c'est à cause des taxes. C'est ça que vous nous dites. Je dis c'est aussi. On parlait d'ennemis. Il n'y a pas que la périphérie. Bien sûr que la périphérie. Je suis surtout pas en train de dire que la périphérie n'a pas eu de conséquences. C'est très paradoxal parce que Amazon, par exemple, qui est le géant qui a fait tant de mal, qui est dématérialisé et gigantesque, lui ouvre des petites boutiques maintenant. Ils ont commencé en Allemagne et ils vont tenter de le faire en France. Ça vous semble vous pouvez nous l'expliquer, ça, Yves Puget? Oui. Alors pour l'instant, on est surtout dans l'effet d'annonce. Ils ont ouvert des casiers en France. Les petites boutiques, il y en a quelques, 2 ou 3 aux États-Unis. En Allemagne, ils ont non seulement, ils testent, mais ils ont juste dit qu'ils allaient peut-être y réfléchir. C'est pas encore réel. C'est de la librairie et du magasin d'alimentation. Juste pour rebondir sur ce que dit Yves Puget, qui disait tout à l'heure, finalement le commerce sur Internet n'existe pas vraiment, il va disparaître, puisque les grandes surfaces vont faire la même chose. Mais les immenses navires mondiaux, multinationaux, qui sont nés sur Internet, leur stratégie d'aujourd'hui, c'est de faire la même chose que les grandes surfaces avant. Et donc, du coup, on a finalement... Tout le monde va faire à peu près la même chose, sauf qu'aujourd'hui, on a des outils, et on parlait de réglementation et de taxes, qui ont la capacité d'échapper ou d'optimiser, en tout cas, leur système de fiscalité et de réglementation par rapport à des gens qui, eux, n'ont pas cette capacité. Et c'est ce problème-là auquel tous les gouvernements du monde sont confrontés aujourd'hui. Alors ça devrait être réglé au mois de mai avec la fameuse norme européenne qui rentrera... Ce sera une première étape. Voilà, et qui devrait obliger tout le monde à payer ses impôts en Europe. Jean-Philippe Pelou-Daniel, si Amazon voulait ouvrir une boutique ici, vous les accueillir? Amazon, ils sont déjà là. On a des lockers Amazon dans nos 2 centres. Et ils fonctionnent très très bien. On a des lockers Amazon. Vous pouvez récupérer vos colis et qui fonctionnent très très bien. Mais une boutique alimentaire, s'ils souhaitaient le faire... On les accueille demain. Il y a des gens que vous refusez dans ce centre commercial qui correspondent pas... Non, pas du tout. Parce que vous me disiez tout à l'heure que le centre commercial d'à côté était complémentaire. Il y a peut-être, je sais pas, si je suis une boutique de chaussures, on va dire chic, je viens ici ou je vais là-bas? Enfin, ça se détermine... Alors, on est peut-être un tout petit peu plus haut de gamme du côté du PNIT. D'accord. Effectivement, oui, vous retrouverez des boutiques un peu plus luxe. Aux 4 temps. Mais aux 4 temps, on a déjà toute une partie des 4 temps avec du Sandro, du Mage, du Claudie Pierlot, du Liu Zhou. Et l'hypermarché ici, il fait combien de mètres carrés? Il est grand, il fait 28 000 mètres carrés. Et s'il devait fermer, qu'est-ce que vous pourriez en faire? C'est pas l'ordre du jour, mais on pourrait. C'est pas l'ordre du jour. Mais c'est d'arriver ailleurs. Donc, comment vous pourriez le transformer en, je sais pas, en patinoire, en piscine, On aurait beaucoup d'idées, mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. Nathalie est avec nous au 32-16. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'avoir attendu, c'est adorable. Vous avez une expérience de l'hypermarché un peu partout en Europe, Nathalie. Bravo, je dis bravo. Oui, moi je suis d'origine portugaise et moi les centres commerciaux que je connais au Portugal sont un petit peu différents parce que Vidéo, une fille très connue là-bas, il y a justement, alors qu'il fait quasiment tout le temps très très beau, une piste de ski, de patinage. Ouais, de patinage. Pour le patinage. Ouais. Il y a une piscine qui est quasiment aux normes olympiques. Il y a des jets d'eau qui se mettent en route toutes les demi-heures. Il y a un cinéma avec 7 salles. Il y a énormément de boutiques. Et je me demandais si ça allait arriver en France à un moment donné ou pas. Alors très bonne question, Jean-Philippe Pelou-Daniel, vous êtes à la ramasse. Hein. Les Portugais font mieux que vous. On a vu une patinoire dans le temps. Mais elle a fondu. Non, mais la partie loisirs, c'est vraiment une partie qui est très importante. Je vous donne l'exemple du côté du PNIT, de l'autre côté, vous avez une partie loisirs avec mur d'escalade, avec un team break. Qu'est-ce que c'est un team break? Vous savez même plus le dire en français. C'est un endroit où on peut se retrouver entre
entreprise et puis passer un bon moment. Et on avait ça aussi un parcours de golf. Ça s'appelle une salle de goûter, moi quand j'étais petite, ça. Mais c'est sur ce que nous décrit Nathalie, c'est exactement sur le modèle de ce qu'on imagine toujours dans les pays d'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Des espèces de malls qui représentent Venise, par exemple. Ou ça pourrait arriver chez nous, ça, Yves Puget? Il y a eu des tentatives de ce genre-là dans les années 80. Je me souviens du centre de la Toison d'Or à Dijon, c'était le premier. Ça n'a pas connu un très grand succès. Je crois que les Français se sont dit c'est trop américain pour nous. Donc il y a des tentatives encore, mais ça c'est vraiment pas le succès qu'on peut voir dans ces pays-là. Oui. Jean-Philippe. Le centre commercial de Carré-Sénart envisage d'ouvrir un aquarium géant dans les prochains mois. Donc vous voyez, ça fait partie de ce qu'on peut retrouver au Dubai Mall. Juste pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez nous, juste pour conclure, ce centre de divertissement, vous avez une idée, Frédéric Lefebvre? D'abord parce que, par exemple, quand on se compare aux Américains, on a un patrimoine, nous, absolument extraordinaire, un patrimoine historique extraordinaire. Pourquoi réinventer de fausses cathédrales on les a. Ça n'a pas de sens, oui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Merci. Oui, pardon, Yves Puget, pour conclure. Oui, je rajouterais juste que le coût du mètre carré n'est pas le même. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus cher en France qu'aux États-Unis. Bien entendu. Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Jean-Philippe Peloux-Danielin. Merci à vous. Bon vent, ça va être chouette. Vous comptez sur un gros chiffre d'affaires? Oui, énormément. Faites attention, derrière vous, il y a le Père Noël. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre, d'avoir été avec nous. Merci également à Yves Puget. Et maintenant, nous allons savoir qui a gagné. Le grand Noël RMC. Carole, bonjour Carole. Bonjour, comment RMC, ça va? bonjour à tous. Très 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 bien. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite un très joyeux Noël, Carole. Merci, pareillement à tout le monde. Est-ce qu'il y a un truc particulier qui vous ferait plus plaisir qu'autre chose? Donnez-moi le plus gros cadeau que vous puissiez m'offrir. C'est du hasard, vous savez, c'est la boule Maryse-Evans GP qui vient de sortir. Et dans la boule Maryse-Evans GP, qu'est-ce que je trouve? Parce que je parle, pendant que je parle, je vous vois la console Nintendo 3DS. Est-ce que ça vous êtes heureuse, Carole? Vous allez faire un heureux. Merci beaucoup RMC, merci à tous. On vous embrasse. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Merci de nous avoir appelés et d'être avec nous au 32-16. Jean-François, bonjour Jean-François. Bonjour Maïtena, bonjour. Ça va? J'étais en train de vous écouter justement. Et je vous ai pas réveillé parce que j'ai l'impression que vous faisiez la sieste. Non, ça va. Pas à cette heure-là quand même. Non, bah non. Vous connaissez Jean-Luc Roy? Jean-Luc Roy, oui, bien sûr. Bah voilà, c'est l'animateur télé. Non. Non. Non, c'était Patrick Roy. Et c'était il y a longtemps, Jean-François. Ah oui. C'était il y a longtemps. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoutez, de toute façon, c'est la boule, Jean-Luc Roy. Et là, je peux vous dire que vous avez un sacrément beau cadeau de Noël. Vous avez une télé, Jean-François? Oh, une télé? Oui, une TV LED 32 pouces, Jean-François, pour vous. Ah bah merci. Vous êtes heureux? Ah bah je suis très heureux, je vous souhaite un beau Noël à tous surtout et de bonnes fêtes de fin d'année. Et ben moi aussi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, Jean-François. On vous souhaite un très joyeux Noël. Tout RMC vous embrasse, surtout Vincent. Vous êtes géniaux. Géniaux. C'est comme ça, on est né comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Allez, dans un instant, je vais recevoir Guylaine Arabian, chef étoilé, qui va venir nous parler de ce qu'on va manger, bien entendu, mais pas seulement. À tout de suite sur RMC. RMC. M comme Maïtena, Top Chef nouvelle saison. On a fait 5 saisons, ça a été vraiment formidable, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si ça a changé la vision des Français, les émissions gastronomiques, mais je pense que ça les a rendus gourmands. Je travaille beaucoup avec les couleurs, avec les matières et les odeurs. C'est un métier de création, c'est un métier de partage. SOS Cantine, les chefs contre-attaquent. Cette année, 72% des Français devraient acheter leur repas de Noël dans une grande surface. Maïtena Birabin. Et je suis en belle compagnie, c'est la première fois que je la rencontre et je suis ravie de vous rencontrer, madame. Guylaine Arabian est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Joyeux Noël déjà. Est-ce que vous ouvririez un restaurant dans une galerie marchande, dans un centre commercial, Guylaine Arabian? Je me suis jamais posé la question, mais ma foi peut-être, j'en sais rien en fait. Ici c'est le plus grand centre, la plus grande galerie commerciale, le plus grand centre commercial d'Europe, pourquoi pas. Il y a plein de restaurants à l'étage, on est dans ces espèces de mètres carrés, plutôt plus chers, pour des gens qui ont plutôt des moyens. Ça pourrait se faire ou ça vous semble aberrant? Bon,
Aberrant, non, j'y ai jamais pensé. Ouais. Il est un fait certain que je ne fréquente pas beaucoup les centres commerciaux. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc la question se pose. Je me suis jamais posé la question, mais elle est pas idiote votre question. Non, elle est pas idiote. Non, elle est pas idiote. C'est pas mal, hein, c'est pas mal tenté. Il me semble qu'au Japon, il me semble qu'il y a un restaurant Robuchon au Japon dans une galerie commerciale. Oui, c'est vrai. Voilà, je pensais à ça tout d'un coup. Vous dites que vous fréquentez pas les centres commerciaux, mais enfin vous avez inauguré un des très grands villages Noël d'Île-de-France qui est juste devant la Défense ici, 200 mètres carrés dédiés aux produits dont le Made in France. C'est important le Made in France. Je pense que c'est peut-être un retour aux vraies choses. Oui. Peut-être aux vraies choses que nous connaissons. Oui. Nous, oui. D'accord. Donc moi j'essaye toujours de ne prendre que du Made in France, au moins pour des produits que l'on peut trouver en France. Bien entendu. Après, si on veut effectivement trouver du yuzu, il faut bien partir ailleurs. Alors le yuzu, c'est un citron qu'on ne trouve qu'au Japon. Voilà. Et donc et qu'on vend en France, mais bon, il vient forcément d'ailleurs. Bien entendu. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est produit qu'on trouve en France, pourquoi acheter autre chose, surtout qu'on a des produits fabuleux. Alors j'aurais adoré vous poser la question qu'est-ce que vous allez préparer pour le soir de Noël, qu'est-ce que ceux qui vont aller aux Petites Sorcières, votre restaurant, vont pouvoir manger, mais vous fermez pour la première fois. Non, je suis toujours fermée à Noël. Ah, toujours fermée, mais pour la première fois je vais être fermée pour le soir du réveillon de l'an. D'accord. Parce que c'est un dimanche soir, que je suis fermée le dimanche soir. Et donc vous ne rouvrez pas. Et je ne rouvre pas, et que pour la première fois le personnel va pouvoir faire la fête avec leurs amis, avec leur famille. Donc je trouve ça génial. C'est bien. Est-ce qu'on a tort de penser que Noël, dans un grand restaurant, c'est un moment particulier en cuisine ? Moi, je l'ai jamais considéré comme étant un moment particulier, donc je pense que j'ai jamais donné ce sens-là aux gens qui travaillent avec moi. Et au fait aussi que depuis que j'ai mon bistrot, j'ai décidé de ne plus faire de menu de réveillon. C'est-à-dire que c'est la carte que je donne tous les soirs, qui change tout le temps, et qui est au même prix. C'est-à-dire qu'au réveillon de l'an, on a un menu à 59 €, sauf cette année puisque c'est fermé. Mais alors qu'est-ce que vous nous conseillez à nous ? Parce que nous, on se sent un petit peu obligé de faire un peu toujours la même chose. On se dit, oui, le menu du réveillon, il faut le faire. Vous dites non, lâchez les gars, c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ouais. Faites-vous plaisir. Moi, je sais bien que là, pour Noël, j'ai mes enfants, on est 12, et puis je leur dis qu'est-ce que vous avez envie, et ça sort, moi je mangerais bien des huîtres, moi je mangerais bien du foie gras, moi je mangerais bien une poule au pot, j'ai envie du riz au gras, j'ai envie... je vais venir chez vous là peut-être. Eh bien, allons-y. Il est possible qu'on soit 13 finalement. Mais je mettrai peut-être un peu de truffe en plus parce que c'est Noël. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais moi, je pense que si on commence déjà par se faire plaisir, regarder autour de soi ce qu'ils ont envie d'avoir, les gens et la famille ou les amis, à ce moment-là, c'est le plus beau des réveillons. Alors, gastronomie et hypermarché se sont très longtemps ignorés. C'était deux mondes, on peut le dire. Ça n'est plus le cas. Et vous-même, vous avez élaboré une gamme pour bébés, pour une grande marque qui est Carrefour. Quel est l'intérêt pour vous de faire ça ? Mais moi, et je continue d'ailleurs à le faire pour eux, pour moi j'ai trouvé que l'approche qu'ils avaient était extrêmement intéressante parce qu'ils voulaient faire autre chose, retrouver de nouveaux produits, ils voulaient sourcer de nouveaux produits, être de plus en plus auprès des produits locavores, et ils voulaient aussi arrêter tout ce qu'on pouvait mettre comme exhausteur de goût, enfin tout ce qui était autour. Oui. Donc on est parti avec des choses réelles, et de ce fait-là, j'ai commencé à utiliser le curcuma, le romarin, enfin toutes les épices. Ouais. Et ça a énormément plu aux enfants. Et aux parents, mais aux enfants aussi. Vous savez qu'on a un vrai... Vous êtes déjà dans le sujet de la malbouffe, c'est-à-dire de manger des produits plutôt que des gélifiants, des choses qui maintiennent. Vous savez que quand nos grands-parents croquaient dans une transparente de Croncel qui était le long d'une pomme, ils avalaient 400 mg de vitamine C. Aujourd'hui, il y a dans 100 pommes ce qu'il y avait dans une pomme. Et je parle de 2 générations. Oui. Il y a 4 mg de vitamine C dans une pomme. On mange du vide, en fait, Guylaine Arabian. On mange du vide, et de plus en plus, parce que je pense aussi que ça vient peut-être du fait d'avoir essayé de trouver de plus en plus de variétés de pommes, de plus en plus de production, de plus en plus de jolies pommes, et on arrive à quelque chose qui est que l'ombre d'elle-même. Cette pomme, elle est belle. Mais elle est belle. Oui. Et elle est creuse. Elle est voilà. Vide, ouais. Est-ce qu'on peut faire ses courses dans un hypermarché et que ce soit de bonne qualité, à votre avis ? Je pense. Oui. Je pense. Moi, si vous voulez, quand j'arrive quelque part, je vais toujours voir un supermarché. Je vois un petit peu. Je regarde les caddies. Je regarde ce que les gens achètent. Oui.
Et je regarde aussi ce que proposent les supermarchés. Mais maintenant, il y a de plus en plus de grandes surfaces qui proposent des produits qu'ils achètent aux producteurs autour de chez eux, que ce soit en viande, en volaille, en poisson, en légumes. Donc, ma foi, si les gens n'ont pas la possibilité d'avoir un maraîcher ou un marché à côté de chez eux, il vaut mieux aller au supermarché et acheter ce qu'ils proposent en évitant soigneusement tous les produits qui viennent d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs et de ne prendre que ce qui est autour. Vous êtes à fond sur le locavore, Guylaine Arabian, sur ce qu'on produit et ce qui est fait juste autour de nous. Mais bien sûr, parce que de toute façon, il faut quand même pas oublier que tout ce qui est agriculteur autour de nous, ils ont extrêmement besoin de nous. Et si on leur achète pas, mais on fait quoi là? Alors le problème, c'est quand on est parisien, par exemple, il n'y a pas énormément de trucs qui sont cultivés autour de nous. Il y a le champignon de Paris, il y a la pomme de terre, mais après, non, je suis pas d'accord, parce que tout autour, moi j'ai mon maraîcher à Paris. Oui. Il est à Neuville-sur-Oise. Il a 17 hectares de maraîchage. Oui, bien sûr. Je suis désolée. Et il vend sur les marchés. Vous avez participé à une émission sur M6 dans les cantines scolaires. Vous en êtes ressorti effaré avec un constat net. Les repas déséquilibrés, industriels, franchement dégueulasses. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de défauts, je trouve, pour nos enfants. C'est affolant. Ouais. C'est affolant parce que franchement dégueulasse, c'est vrai. Il y a uniquement les poubelles qui sont ravies parce qu'elles mangent confortablement tous les jours. Je peux vous dire qu'elles sont bien remplies. Vous avez aimé faire ça? J'ai adoré. Ouais. Il y a eu des répercussions? À quel niveau? Dans les cantines ou dans l'école où vous êtes allés? Ah oui, parce que quand même, moi, je trouve que le maire de Béthune, il a eu le courage d'accepter. Bien sûr, absolument. Il a eu le courage de le faire, il a eu le courage d'accepter. Il savait très bien qu'on n'était pas là pour lui passer la poudre. Et on est arrivé, il a ouvert ses cuisines, ils ont été obligés d'ouvrir leur frigo. Oui. C'est peut-être les employés qui étaient moins heureux de nous voir arriver, mais bon, ils sont victimes d'un système aussi. Bien entendu. Donc, on peut pas leur en vouloir à eux. Mais en fait, ça a beaucoup changé la donne parce qu'ils ont commencé à acheter et à revoir leur marché et à acheter autour. Mais en fait, on s'aperçoit que ce sont des gens assis sur des chaises dans des bureaux qui mettent d'accord pour un menu et en fait, ils savent même pas ce qu'ils donnent. Oui. C'est comme ça qu'on est tombé sur des tomates farcies avec 1,3% de bœuf dedans, quoi. Et ça, c'est le problème de l'industrialisation, du regroupement dans des centrales, de la rationalisation qui a eu ses conséquences. J'ai pas l'impression d'être un animal du paléolithique supérieur et moi, je me souviens de Denise qui cuisinait dans mon école élémentaire. Il faut le retour de la cuisine. Et il y en a plus. Il y a peu. Il y a simplement moi, l'exemple que j'ai eu, c'est une école à Mouansartou dont on fait vraiment l'éloge. Et là, le maire a été extraordinaire parce qu'il a acheté des terrains, il a employé les employés municipaux pour cultiver et les enfants mangent 100%. Bio, 100% de cuisine et ils ont 2% de déchets. C'est quand même important quand même. Alors je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que si vous entendez cette voix céleste derrière, c'est parce que nous sommes aux 4 temps et que donc nous sommes au centre de ce centre commercial, nous sommes au centre du centre. À propos d'école, le menu végétarien une fois par semaine, bon pour l'environnement, bon pour la santé, on mange trop de viande, ne fait pas l'unanimité. Quel est votre avis? Bon, je n'ai pas trop d'avis, je vois pas d'abord pourquoi c'est une fois par semaine. Moi, je trouve qu'il pourrait proposer un menu végétarien tous les jours. Tous les jours. Moi, si j'étais responsable d'une cantine, je mettrais forcément un menu végétarien tous les jours. Parce que, voilà, effectivement, mais en faisant attention, parce qu'il y a toujours un équilibre à trouver avec les protéines végétales et tout ça. Mais, je sais pas, je préfère manger des légumes qu'une mauvaise viande. Excusez-moi. Est-ce que vous aimeriez les retours des cours de cuisine à l'école? Mais pour tout le monde ce coup-ci, parce que ça s'appelait les cours d'enseignement ménager, c'était pour les jeunes filles, on pourrait le faire pour les jeunes garçons aussi, on apprendrait tous à cuisiner. Ce serait pas mal, mais il faut que tout le monde y participe, il faut pas que... C'est ça. Voilà. Mais ça peut être chouette, en plus ça peut être très très ludique, donc oui, pourquoi pas. Les petites sorcières, le menu, votre menu fétiche, c'est quoi aux petites sorcières? Oh, j'ai pas de menu fétiche parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie tout le temps. Oui. Donc c'est une chance. Ouais. Et je change mon menu au déjeuner tous les jours. Mais il y a des choses qui quittent jamais ma carte. Oui. Comme. Parce que si je les enlève, on me les réclame quand même. Donc, mais je peux faire un scotch egg, il est tout le temps là. Le fish and chips c'est toujours là. J'ai toujours mes frites. Si j'ai plus mes frites, je suis perdue. Ça c'est vrai. Mais le reste, ça change tout le temps, midi et soir. Bon, c'est aux petites sorcières, ça ne sera pas le soir du 31, ça ne sera pas non plus le soir de Noël, mais c'est tout le reste de l'année. Merci Guylaine Arabian d'avoir été avec nous. Vincent, j'ai faim. Oui, moi aussi j'ai faim. Comment ça va, Vincent? J'ai croisé quelqu'un tout à l'heure en haut de l'escalator qui m'a dit « Oh, j'adore Moscato, vous direz que je l'aime et tout. » Et après, il m'a dit « Tu sais quoi, on va s'aimer comme ça, il m'a dit le monsieur. Oh là là,
Alors, tu sais quoi, nous, on va dans la boule de cristal du Super Moscato Show vous dire qui gagnera la Coupe du Monde 2018. On est comme ça, nous on a un boulard pas possible. Alors on va te donner, moi je dis c'est la France. Voilà, tout simplement, je cocorico, voilà, je me mouille pas, qu'est-ce que t'en penses non, mais moi je suis avec toi à fond. Je suis complètement avec toi. Tu sais quoi, joyeux Noël terrestre, t'as vu, je l'ai dit avant toi. Je te dis juste un truc, demain tu vas beaucoup regretter de pas être avec moi parce que demain je suis au Lido, garçon. Au Lido avec le patron du Lido, un ministre du tourisme et une danseuse et des plumes, plein de plumes. Plein de plumes et des strass. C'est magnifique. Parce qu'au Lido, il s'arrête pas. C'est ça, mon chéri. Vincent, tu sais quoi? Non. Joyeux Noël, Thérèse. RMC, 15h-16h, M comme Maïtena.